Dormez, dormez en paix, braves gens, nous assurons votre sécurité et la stabilité du monde financier. C'est ce que les gouvernements, à commencer par le nôtre, nous avaient plus ou moins promis après la crise planétaire créée par la faillite de Lehman Brothers en 2008, suite aux subprimes et le sauvetage d'UBS la même année par la Confédération. Et puis patatras, 15 ans plus tard, malgré les mesures, contrôles, promesses, eh bien ça recommence avec Crédit Suisse. Alors pas dans les mêmes circonstances, ni tout à fait pour les mêmes raisons, mais le résultat, peu ou prou, est pareil. C'est avec nos sous, un peu, beaucoup, énormément, ça on ne sait pas encore, que nous, citoyens suisses, allons devoir payer pour empêcher une crise d'une ampleur mondiale de se produire à la place des vrais responsables. Mais pourquoi donc ? Et comment croire aujourd'hui que ça ne se reproduira pas ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur L'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir sur notre plateau. Vous courez de plateau en plateau. Mireille Zaki, bienvenue. Journaliste économique indépendante, on peut vous lire notamment dans Le Blick. On voit passer d'ailleurs une de vos dernières chroniques sur Crédit Suisse la semaine dernière, dans Bilan et The Market, autrice de nombreux livres sur la question bancaire qu'on égrènera au cours de cette émission. Christian Lucher, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller national PLR Genevois, vous siégez à la commission des affaires juridiques et vous avez présidé la célèbre VAC, on dit comme ça en suisse allemand ? On dit comme ça, c'est la commission de l'économie et des redevances en français. Exactement. Et c'est votre conseillère fédérale, Karine Keller-Souter, chef des finances, qui était à la manœuvre tout le week-end pour aboutir au rachat de Crédit Suisse par UBS. Carlos Maruga, bienvenue. Bonsoir. Monsieur le sénateur, conseiller aux États socialistes genevois, vous, c'est maintenant que vous êtes à la VAC. Vous siégez également à la commission des affaires juridiques et aux affaires étrangères, politique extérieure. Pas tout à fait innocent pour le débat ce soir. Manfred Buller, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être parmi nous. Vous venez directement de Berne, séance spéciale de votre groupe. Évidemment, autour de Crédit Suisse. Alors vous siégez à la commission des finances. C'est votre conseiller fédéral, Uli Maurer, qui était en charge du dossier finances et banques au sens large jusqu'à la fin de l'année passée. Et enfin, Carlo Lombardini, bienvenue. Merci. Avocat et professeur de droit à l'Université de Lausanne, vous êtes spécialiste des banques. Vous siégez d'ailleurs au conseil d'administration de deux groupes bancaires importants. Je commence par vous. Tout de go, Carlo Lombardini, est-ce que la Confédération a eu raison de faire racheter le Crédit Suisse par UBS ? La réponse est non. On aurait dû avoir le courage de nationaliser. Ça va nous coûter une blinde et on n'aura pas les profits. On aurait dû avoir le courage de reprendre Crédit Suisse, de faire une bonne banque et de faire une bad bank qui aurait signifié simplement poursuivre ce qui était déjà commencé par Crédit Suisse, mais qu'il ne pouvait pas faire du fait du manque de moyens, en réalité. Crédit Suisse a voulu nettoyer son passé, mais n'a jamais eu l'occasion de nettoyer clairement tout le passé. Et je pense qu'on aurait été mieux avec un Crédit Suisse vraiment suisse, en nettoyant les actionnaires et en sauvant les obligataires. On aurait pu gérer la banque, on aurait pu la vendre en morceaux, on aurait pu avoir une banque étatisée, pourquoi pas, parce qu'il y a un très bon fonds de commerce. L'UBS a fait l'affaire du siècle. Au mieux, on devrait leur demander une commission d'introduction pour leur avoir amené sur un plateau Crédit Suisse. Tant mieux pour eux, nous sommes dans un marché, mais mon impression, c'est que la BNS n'était pas prête, alors qu'en 2008, quand on lit le rapport sur la crise financière de la commission de gestion, on s'aperçoit que la BNS avait un plan de sauvetage d'UBS prêt. Là, à mon avis, la BNS s'est fait prendre de court, et en 4 jours, la seule possibilité, c'était de vendre à l'UBS, qui a fait vraiment l'affaire du siècle. Donc ça, c'est mon opinion, mais je n'étais pas aux commandes, donc c'était sûrement une situation très difficile. Ça aurait été probablement mieux, parce qu'on a des risques dans cette affaire, très honnêtement. Alors on va faire réagir, parce que c'est énorme. En plus, c'est une nationalisation, mauvaise gestion de cette crise. Christian Lucher, c'est votre conseillère fédérale PLR qui s'en est chargé. Vous assumez la critique ? Je partage la fin de ce qui a été dit par Carlo Lombardini. Tout le monde a été pris par surprise. La BNS a été prise par surprise. Enfin, par surprise, probablement sans que ce soit sa faute. Des années qu'on sait. On peut gloser sur la question de la FINMA. Est-ce que la FINMA n'aurait pas dû intervenir beaucoup plus vite et agiter le drapeau rouge ? La réponse est probablement oui. Mais toujours est-il que 5 jours encore avant
cette opération de sauvetage. Je rappelle que la BNS avait mis sur la table un montant qui était censé tranquilliser le marché, que le patron de Crédit Suisse disait lui-même que le ratio de fonds propres était bon, il avait raison, que le capital était suffisant, il avait raison, et donc on est toujours beaucoup plus malin après. Et en réalité, il y a eu une sorte de spirale cauchemardesque qui a commencé en octobre, probablement un manque de réaction au niveau public de la direction de Crédit Suisse qui a mal défendu sa banque, mais compte tenu de ce qu'on a su à partir de mercredi, à savoir 35 milliards qui ont été siphonnés, sortis de la banque, et une situation qui était totalement irréversible, je pense que le Conseil fédéral, avec la BNS, a pris la bonne disposition visant à inviter UBS, qui n'avait rien demandé, visant à inviter UBS à reprendre cette banque, soit dit en passant, pas que... Une mauvaise affaire. Carlo Lombardini, spécialiste des banques, pas supposé être un homme de gauche, dit là, on fait une très très mauvaise affaire. Qui fait une mauvaise affaire ? L'État. L'État fera probablement une très bonne affaire, comme l'État a fait une très bonne affaire en 2008, lorsqu'il y a eu le sauvetage UBS. Tout le monde dit que c'était une catastrophe, on est en train de mettre en péril les intérêts de la Suisse. Absolument pas. La vente des mauvais titres a rapporté 5 milliards à la Confédération, et les prêts qui ont été octroyés à UBS ont rapporté 1,2 milliard. Donc ça a été une opération extrêmement profitable. Je dis ici, je ne serai plus là pour le défendre dans quelques années, mais ça ne fait rien, je le dis ici, je suis personnellement persuadé que ce sauvetage par UBS va être tout à fait profitable à la Confédération. Il est également, et je suis d'accord avec ça, profitable à UBS, qui devient, c'est notre avis au PLR, une trop grosse banque, parce qu'on vit des situations nouvelles, et nous allons proposer, probablement avec les socialistes... Prenons dossier par dossier sur les coûts, justement, sur ce que ça va nous coûter, Mireille Zaki. Parce que là, on parle effectivement... J'aimerais juste finir là-dessus. Ça va nous coûter absolument zéro. Alors, parce que la Confédération s'est blindée ceinture et bretelles, et vous verrez qu'en réalité, loin de coûter quoi que ce soit... On ne peut pas laisser M. Lucher dérouler. Si, vous pouvez me laisser finir ma phrase, parce que c'est simplement de la courtoisie de me laisser finir ma phrase. Vous verrez qu'à long terme, compte tenu de la bonne situation du marché qu'a engendré ce rachat par UBS, on a vu d'excellents échos, eh bien la Confédération sera gagnante. Pas du tout. Carlos Sommaruga et puis Mireille Zaki. Parce que, d'abord, venir dire qu'on a été pris par surprise, c'est vraiment quelque chose qui est contraire à la réalité. Il y a eu une succession de scandales qui ont, en fait, damé la piste pour arriver à cette situation-là. On a Greensill, on a Archegos, on a l'affaire du ex-premier ministre géorgien, dans tous les secteurs de la banque, l'espionnage, la mafia bulgare et l'argent recyclé ici, etc. Tout ça, dans une succession de temps qui a montré la fragilité de cette banque parce qu'elle avait un management qui était très problématique. D'ailleurs, la FINMA a reconnu qu'il y avait très mauvais risk management, même il n'y en avait pas du tout pratiquement. Et donc, on savait qu'on allait pouvoir se trouver dans cette situation. Et là, on peut dire qu'effectivement, la FINMA a manqué à son rôle. Elle l'a simplement dit il y a quelques semaines qu'il y avait un problème de risk management, mais elle pouvait depuis longtemps prendre des mesures, faire en sorte qu'on soit là. Deuxième chose, une fois que le problème s'est posé, moi je partage ce qu'a dit Carlo Lombardini, à savoir qu'il fallait finalement nationaliser, il fallait acheter cette banque pour la même valeur que finalement... Le groupe alors, tout le groupe. Oui, pour 3 milliards. Et quelle est la grande différence aujourd'hui avec la solution qui est faite avec l'UBS ? C'est que finalement, à l'époque, on a fait une bête banque auprès de la Banque nationale suisse. Et elle a pris et elle a revalorisé les actifs pourris. C'est ce que va faire UBS. Mais c'est ce que va faire l'UBS, mais les bénéfices seront privés. Et qui paye le risque ? C'est nous qui payons le risque. Nous, les contribuables, puisqu'on a 9 milliards qui sont là comme garantie, et en plus, c'est nous qui mettons à disposition de l'argent pour qu'il y a besoin de liquidité. Mais Carlos Sommaruga, vous avez deux conseillers fédéraux. Par courtoisie, vous avez raison. Terminer ma phrase. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, il y avait un mécanisme qui a été mis sur pied qui faisait que les bénéfices et la revalorisation venaient en fait dans la caisse publique. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est pas vrai.
Alors, pas vrai du tout. Non, alors d'abord, en 2008, ça n'avait rien à voir. La raison des bénéfices, elle était uniquement due au fait que la Fed a racheté tout le marché subprime. Elle a créé 4 000 milliards, elle a racheté tout le marché subprime, ce qui fait que le fonds de la BNS avait pu lui vendre, ça c'est en 2008, et faire ses bénéfices. Donc il ne faut plus jamais prendre comme exemple, s'il vous plaît, l'année 2008 et dire si on a fait des bénéfices la dernière fois, on va en faire cette fois. Ça n'a absolument rien à voir. La Fed avait tout racheté, maintenant la Fed, elle en a jusque-là, elle a tous ses actifs toxiques encore d'il y a 15 ans sur son bilan, elle ne va pas de nouveau racheter le marché, d'ailleurs ce n'est plus la même situation. Donc non, aujourd'hui c'est une prise de risque, on n'a aucune garantie de faire des bénéfices, même UBS n'a pas vraiment une garantie de faire des bénéfices, mais si elle les fait, ce sera pour sa poche, et nous, l'argent public, il est effectivement sollicité à plusieurs niveaux, comme a dit M. Samaruga, les liquidités de la BNS elle-même, son bilan a fondu, quand elle a perdu les 132 milliards, il ne faut pas oublier, à la fin de l'année dernière, la perte, qui a fait fondre ses fonds propres, qui sont passés de 20% à 6%. Maintenant, elle doit elle-même se recapitaliser. Et malgré ça, elle met 150 milliards à disposition du système financier suisse, de Crédit Suisse d'UBS, plus les 9 milliards de la Confédération. Ça, ce sera probablement une émission obligataire d'un bon de la Confédération de 9 milliards, qui va aller renflouer les pertes d'UBS, après 5 milliards de pertes d'UBS, les 5 premiers. Elle va suppléer à toutes les pertes suivantes. Ça, c'est de l'aide publique. Et effectivement, il aurait mieux valu, c'est très possible qu'elle doive vraiment, parce que toute la banque d'affaires va être liquidée, ça va faire des coûts, des amortissements négatifs. Alors, il aurait effectivement mieux valu que la Confédération prenne une participation, du moins, même pas majoritaire, mais une participation qui lui permette d'entrer, comme les fonds de capital risque le font, dans des boîtes en défaillante, et rentre. Donc la Confédération rentre comme un capital risqueur, elle vient, elle réforme le management, elle réforme les procédures, elle met en place un peu d'éthique, elle n'est pas là pour gagner de l'argent, elle est à but non lucratif, elle ne veut pas sortir avec un bénéfice. Donc elle remet en place des procédures opérantes, elle réforme les rémunérations, donc elle améliore la gouvernance. Elle reste là pendant une certaine période de temps. Dès que les marchés sont stabilisés, que la structure Crédit Suisse est stabilisée, s'il le faut aussi, oui, elle vend par morceaux des choses, mais on aurait gardé ce deuxième acteur de la place financière, un gros acteur, Crédit Suisse, et on aurait UBS, et on aurait assaini publiquement Crédit Suisse pendant une certaine période, puis ensuite on sort, on vend au marché dans quelques années, quand tout va mieux. Oui, ça aurait été une meilleure solution. Moi, je suis d'accord avec Alors, une précision, j'aimerais laisser la parole à Manfred Bühler. Oui. Sympa. Carlo Morani. Après, allez-y. Voilà. Manfred Bühler, justement, mais... Ouais. Non, alors je partage l'aspect critique. J'aurais peut-être préféré une autre solution dans la construction juridique, effectivement, de la transaction, parce que là, on a quelque part forcé la main à UBS qui a posé ses conditions, ce qui est logique. UBS n'avait rien demandé. Maintenant, parce que, quelque part, la tempête est arrivée extrêmement vite, au final, on voyait la situation se dégrader avec le cours de l'action depuis des mois, mais l'acte final est arrivé quand même de manière extrêmement soudaine, suite à des rumeurs sur les réseaux sociaux. En une semaine, tout à coup, les clients paniquent, et c'est cet acte-là qui n'était pas prévisible pour savoir qu'il allait arriver à telle date et telle date, mais on aurait effectivement pu prévoir un plan déjà peut-être plus tôt. On aurait peut-être pu être accusé, si un plan avait été fait plus tôt par la BNS ou n'importe quel autre acteur, de peindre le diable sur la muraille et d'avoir précipité la chute du Crédit Suisse en ayant prévu ce qui pouvait arriver. Donc voilà, c'est toujours les deux côtés de la médaille qu'il faut voir. Mais maintenant, le modèle... Sur le point de la prévision, justement, parce que c'était votre conseiller fédéral, Uli Maurer, qui était... alors, on va sûrement faire l'examen critique de la FINMA, mais là, il suffisait simplement de lire la presse depuis des années pour voir le risque majeur qu'il y avait sur le Crédit Suisse. Il non, alors, a besoin de faire des enquêtes. D'ailleurs, je crois clairement que le Crédit Suisse remplissait toutes les exigences de fonds propres. Le Crédit Suisse remplissait les exigences qui ont été posées, qui ont été renforcées suite à l'affaire UBS, toute la crise financière de 2008. Donc je crois que là, les fondamentaux jouaient, mais effectivement, à un moment donné, il y a eu cette panique réelle des clients qui a fait que la liquidité s'en est allée, mais le bilan restait jusqu'à ce moment-là tout à fait correctement capitalisé. Donc il n'y avait pas... Ça fait partie des normes du too big to fail, de se soucier aussi du dégât sur l'image. Bien sûr, mais les mécanismes existaient. A tiré, d'ailleurs, elle avait au moment de la crise sur l'espionnage, les mécanismes existaient, on a les régulations too big to fail qui auraient pu être appliquées. Était au courant aussi. Ces régulations existaient, mais si elles avaient été appliquées, je pense que le médicament aurait été encore plus grave que le mal. Et finalement, la solution qui a été prise ici, ça a été un acte fort politique
qui peut être discuté. L'histoire tranchera. Je ne suis pas non plus extrêmement heureux de cette situation parce qu'on a effectivement peut-être tué un malade pour créer un monstre, comme certains jeux de mots ont été faits, notamment en Suisse alémanique. Mais là, il faudra effectivement que UBS, et là je fais alors confiance à UBS qu'ils ont les capacités. Je pense que le management d'UBS est bien meilleur que celui de Crédit Suisse ne l'a été ces dernières années pour que cette transaction finalement débouche sur une situation qui sera meilleure, positive. L'État, évidemment, respectivement la BNS, touchera des intérêts sur les avances de fonds qui ont été faites pour la liquidité. Il y a le risque, évidemment, des 9 milliards de garanties qui peuvent être perdus. Ça, c'est un risque. C'est effectivement un risque qui a été pris. Je souhaite qu'il ne se réalise pas, mais ça, c'est évidemment trop tôt pour le dire aujourd'hui. L'État ne touchera pas d'intérêt. La question que... La BNS, j'ai dit. La question que que pose, justement, c'est la place de l'État, vis-à-vis du système financier. Alors, moi, j'ai 2 observations. La première, c'est que Crédit Suisse avait un problème de crédibilité. On est tous d'accord. Pas de fonds propres, pouvait avoir à terme un problème de liquidité, à terme avait sûrement un problème commercial. D'ailleurs, moi, je pensais que ça allait durer 1 année et demie, ils n'allaient jamais s'en remettre commercialement, et puis voilà. Mais quel plus beau signe pour rendre la crédibilité à une banque que dire la Confédération helvétique, plus la banque s'appelle Crédit Suisse, qui est un des meilleurs crédits au niveau standing international, reprend cette banque. Quel plus beau signe. Le plus beau signe, deuxième c'est que ce soit observation, non, ça n'est pas justement. Bien sûr. C'est pas un geste fort politique. Qui sait mieux gérer une banque que la Confédération ? Une autre banque, UBS qui mais à terme, oui. À terme, oui, d'accord, mais on a fait plus rapidement ce que vous appelez on aurait probablement sauvé des milliers d'emplois. Quand même, parce qu'UBS, et à juste titre, ce n'est pas un homme de droite qui va vous dire le contraire, doit rentabiliser son investissement, donc les emplois, ça va passer à la trappe. Mais Crédit Suisse était un fonds de commerce qui était encore vendable une fois que vous résolviez le critère de la crédibilité. Donc pour moi, on n'a pas donné un signal fort politique. On a montré, si vous permettez juste, c'est un signe d'impuissance et du fait qu'on a une classe politique qui malheureusement n'a pas su gérer une crise. Ça, pour moi, c'est clair. Carlos Somaro Gallin, l'autre. Là, le sujet est très émotif. Dans l'intervention initiale de mon collègue Christian Lucher, il a dit, mais en fait, c'est une banque qui marchait bien. Et puis, au dernier moment, il y a eu comme ça une panique et on a retiré l'argent. Vous parlez de la Banque Suisse. La Banque Suisse marchait très bien. Oui. Elle était rentable, c'était la vache à lait du groupe. En fait, vous pouvez imaginer l'amertume des employés suisses de Crédit Suisse aujourd'hui. Alors c'est sûr, vis-à-vis du Conseil fédéral, vis-à-vis du Conseil. Laissez finir Carlos Somaro. Tous les salariés, ce matin, le Financial Times parlait de perte de 30 000 emplois sur l'ensemble du groupe. C'est énorme comme conséquence sociale, même si finalement en Suisse, ça sera peut-être moindre. Mais simplement là-dessus. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que face à cette situation de mauvaise gestion, de risques qui ont été pris dans tous les secteurs de la banque, c'est pas seulement dans un secteur, tous les secteurs ont connu le scandale au Crédit Suisse. Non, pas du tout, pas la Banque Suisse. Pas la Banque Suisse, mais dans la gestion, des prêts, dans la gestion de fortune, dans l'investissement, etc. Mais même quand on prend des risques parce qu'on fait du blanchiment d'argent en Suisse par rapport à de l'argent bulgare, etc., ça montre que la gestion à l'intérieur ne fonctionnait pas. Et ce qui se passe, c'était surtout la question des risques. Qu'est-ce qui se passe ? Dans la mentalité des dirigeants du Crédit Suisse, c'était sûr, on y va, on va de l'avant, on fait vite de l'argent, on distribue des bonis. De toute façon, derrière, il y a la Suisse qui va réagir. En d'autres termes, on fait les bonis, on fait les bénéfices, mais on sait que derrière, il y a les pouvoirs publics qui vont venir. Et on a fonctionné depuis, même après la crise des banques de 2009, on a fonctionné comme une assurance derrière. Et en fait, les banques, elles ont été dans ce sens-là. Et alors aujourd'hui, venir dire que l'UBS va gérer mieux, aurait mieux géré que la Confédération ou que la Banque nationale suisse, une banque, mais écoutez, la démonstration est que les dirigeants de banques sont aussi faillibles, c'est Crédit Suisse, c'est les banques américaines, c'est Lehman Brothers, etc. Donc venir dire comme axiome de base que parce qu'on est des dirigeants bancaires, on gère mieux une banque que finalement la BNS, c'est faux. C'est faux, c'est simplement une déclaration idéologique. Alors je vous laisse la parole, mais je vous pose la question. Est-ce que c'est bien normal que l'État, justement, soit là, précisément, vous le libéral, soit là pour pourvoir aux bêtises d'un monde complètement libéralisé? Est-ce que c'est ça? Il y a une sorte de paradoxe qui consiste à dire... s'il vous plaît. Ça va... Mais je vais répondre à votre question. Petit début de phrase, si je peux me permettre. Encore la liberté de mes propos. Il y a un certain paradoxe que je relève chez mon collègue, confrère et ami Lombardini, qui consiste à dire « Ah, c'est quand même pas bien que ce soit UBS qui ait repris, puis c'est elle qui va faire tous les bénéfices. » Et puis après,
on dit mais si c'est la Confédération, ce serait été mieux que ce soit elle qui reprenne parce qu'il y a quand même des pertes à la fin. Non, il n'y aura pas de pertes. Parce qu'on met la garantie. On met la garantie. Manifestement, vous n'êtes pas du tout d'accord sur cette question. Aujourd'hui, on met la garantie. Cette affaire ne coûte pas un sou aux contribuables. C'est pas l'avis de... Pas un sou. Est-ce qu'aujourd'hui, le contribuable a mis la main au porte-monnaie? La réponse est non. Alors déjà, en termes de chômage, deuxième paradoxe, ça va coûter déjà au moins 12 000 Mon toujours emplois. ami Lombardini dit mais on a une classe politique totalement irresponsable qui ne sait pas diriger. Et c'est à cette classe politique-là qu'il aimerait confier la gestion d'UBS. Non, de Crédit Suisse. Non. D'abord, mais attention, les quand on autorités parle de la classe fédérales. politique, il faudrait dire la majorité bourgeoise qui a imposé le secteur bancaire. Vous avez deux conseillers fédéraux. Ça ne prend pas ça. Ici, ça prend pas. On se calme. On rappellera quand même. Je rappelle que l'objectif du Parti socialiste, qui était aussi de diviser les banques pour avoir des risques moindres dans chaque banque, avec leurs propres risques. Ça, on l'a fait, nous, on n'a pas eu besoin de vous. Ça s'appelle le too big to fail. Vous avez quand même deux conseillers fédéraux. Alors, j'aimerais juste sur ce point. Les mécanismes de too big to fail, ils existent. Ok. Et c'est de façon volontaire. Il nous reste peu de temps. J'aimerais sur l'État. Est-ce que c'est la mission de l'État? D'ailleurs, il y a un changement de paradigme, parce qu'avant 2008, et d'ailleurs Swissair, on l'a laissé mourir, il y a un changement de paradigme aujourd'hui qui a été renforcé par le Covid. L'impression que l'État doit être tout le temps derrière l'industrie, l'entreprise, etc. Le secteur privé. Ça, c'est intéressant. Mais c'est vous-même, d'ailleurs, c'est la droite. Le grand paradoxe, c'est la droite qui le réclame. Mais est-ce que ça, c'est bien normal? Mais on a mis en place, depuis 2008, c'est une affaire profitable avec UBS, on a mis en place un système qu'on appelle le too big to fail. Le but, c'est de sauver des banques systémiques suisses. Pourquoi on ne l'a pas fait ici? Parce qu'on a fait un arbitrage de politique internationale, de politique économique internationale. Vous avez bien vu qu'il y avait des appels qui émanaient de France, d'Angleterre, des États-Unis, qui nous demandait de régler cette situation. Si on avait appliqué le too big to fail et qu'on avait sauvé la banque suisse qui est profitable et laissé tomber le groupe, ça aurait eu des dommages collatéraux qui sont largement supérieurs à ce que pourra peut-être un jour coûter la reprise de Crédit Suisse. Alors ça, c'est la question aussi du pouvoir de la Suisse à l'international. Mais sur la question de la place de l'État vis-à-vis de l'économie privée. Mais il est là pour sauver des... Il est là pour sauver des banques. Je peux dire quelque chose. Il n'est pas là pour les rentiers. Il est etc. Donc pendant cette session, vous êtes d'un populisme dégoulinant. On a refusé l'indexation des coûts des rentes. On lève la main, stop, stop, les garçons. Dire que vous êtes sénateur de Genève, stop, les garçons, on n'est pas en France, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Stop, on n'est pas à l'Assemblée nationale. Alors, justement, oui. Alors, Mirette Laki, je vais vous poser la question parce que la droite ne veut pas le PLR, le monde libéral, les défenseurs de l'économie, ceux qui sont pro-business, ceux qui ont la doctrine de l'entrepreneuriat, la liberté d'entreprendre, etc., ils sont en échec et mat parce que, effectivement, depuis 2008, ils réclament une assistance, un assistanat permanent, surtout aux États-Unis, mais c'est venu bien sûr en Europe, de l'État. Et ici, la Suisse, elle offre une assurance gratuite où il n'y a pas de prime d'assurance payée de la part du secteur bancaire suisse. Pas du tout. Absolument pas. Une prime d'assurance, c'est très cher. Les communiqués de presse du Conseil fédéral, c'est complètement... Christian Lucher, un peu de calme, personne n'entend rien. Une assurance permanente au système financier, il faudrait un retour énorme parce que là, on a une création monétaire de la BNS qui dévalue le franc à terme. Le franc, il vaut 3 fois moins face à l'or. Non ? Et l'or, on a tout fait pour le dévaluer, là on le dévalue, vous n'êtes pas content. L'épargne et le pouvoir d'achat des salaires. Alors là, de toute façon, on a perdu tout le monde, plus rien. Nous allons, les contribuables, payer tout le coût social de l'énorme casse sociale pendant des années. Ensuite, il y aura encore des crédits d'impôt, probablement, tant que la banque est encore fragile, etc. Puis il y a les 9 milliards de la Confédération, qui sont un don d'argent public, qui évite des pertes. Ils sont co-acheteurs. Non, mais sur le rôle de l'État, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même Je vous laisse la parole après. J'aimerais un tout petit peu... Je vous laisse finir parce qu'on va faire descendre un peu la pression en faisant une petite pause pub, mais je vous laisse la parole pour conclure cette première partie. Moi, je peux m'empêcher de sourire parce qu'on a eu des crises économiques dans le passé, dans différentes branches. Je viens de l'arc jurassien, on pense à Tornance, à Moutier, que tout le monde connaît probablement, une très grosse entreprise qui était en quasi-faillite aussi pour différentes raisons, conjoncture, management, etc. Et je me souviens des socialistes de la région chez nous,
vos chers collègues, monsieur le sénateur, qui disaient « mais l'État doit absolument intervenir, l'État doit. » C'est le discours général de la gauche qui dit « l'État doit... » Non, on ne repart pas pour sauver des emplois, etc. Donc je m'étonne que conclure. tout à coup, ici, on retourne totalement l'argument pour reprocher toujours été pour la finalement défense de l'emploi. C'était pas votre au cas. camp de la responsabilité d'avoir fait en sorte que le système financier à la fois suisse et mondial, quelque part, ne soit pas déstabilisé gravement. Maintenant, le deuxième point que je voulais aborder, c'est l'erreur stratégique monumentale, et celle-là, elle a été commise il y a 20 ou 30 ans, de Crédit Suisse, mais aussi d'autres banques, et l'UBS, peut-être qu'il faudra qu'on s'y intéresse, c'est d'avoir voulu conquérir des marchés, notamment aux États-Unis, à l'international, en sortant finalement du rôle d'une banque tel que je le conçois. Je suis président du conseil d'administration d'une petite banque régionale dans mon district à Courtelary, et c'est un état d'esprit qui ne correspond pas pour une petite banque que j'ai l'honneur de présider, ce qui s'est fait au niveau international avec Crédit Suisse. Aujourd'hui, on en paye le prix. Il faut assumer ce prix. La responsabilité a été prise au plan politique pour éviter une catastrophe beaucoup plus grande. Et maintenant, il s'agira de revoir le système. Effectivement. Maintenant, on doit faire une petite pause. Et il s'agira justement de savoir ce qu'on doit faire maintenant pour éviter peut-être qu'on se retrouve dans cette situation dans 15 ans, juste après une petite page de publicité. Le point de retour sur la chute du Crédit Suisse, est-ce que les solutions apportées sont les bonnes et comment faire confiance en l'avenir maintenant qu'on se retrouve très concrètement avec un éléphant au milieu du salon, un éléphant dont on va parler, UBS. Christian Lucher, comment être sûr justement que dans 15 ans, on ne se retrouvera pas exactement dans la même situation ? Alors, on ne peut jamais être sûr de rien, ça c'est certain. Mais UBS avait un gros avantage par rapport à Crédit Suisse, c'est qu'elle a subi son énorme électrochoc il y a 15 ans. Et que depuis lors, elle a géré ses affaires d'une façon beaucoup plus prudente, en séparant précisément sa banque suisse et en faisant beaucoup moins de banques d'investissement et banques d'affaires, ce que finalement Crédit Suisse n'a pas fait. Et je répète que si Crédit Suisse avait été seul, une entité unique avec ses pertes et ses profits, eh bien aujourd'hui on n'en serait pas là parce qu'elle était largement majoritaire, ce qui, je le répète, provoque une amertume épouvantable chez les employés de la Banque suisse qui ont l'impression qu'en réalité, ils payent pour les erreurs qui ont été commises à Zurich, par Zurich, plutôt dans des investissements à l'étranger. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est probablement renforcer un tout petit peu les rôles, renforcer les règles pour qu'une banque qui, en réalité, correspond à 2 fois le PIB en Suisse, ne puisse pas précisément refaire les erreurs qu'elle avait faites avant 2008 et qu'à mon avis, elle ne fera plus. Et puis, on doit très sérieusement se poser la question de savoir si elle ne doit pas faire en sorte que l'entité suisse de Crédit Suisse reste une entité indépendante pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça crée de la concurrence. Et puis, deuxièmement, parce que cette entité, elle est profitable et qu'à un certain moment, on peut se demander si UBS n'aura pas envie ou intérêt à la revendre. Et donc, moi, je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Et à mon avis, les choses vont très bien se passer parce que UBS est peut-être un monstre, mais c'est un monstre qui sait vraiment faire de la banque, comme on sait la faire en Suisse et comme on sait en particulier la faire à Genève. UBS Genève est un modèle du genre. Alors Mireille Zaki, parce que le problème est venu par la tête, c'est quand même les dirigeants. Quelle maîtrise on a sur les dirigeants d'UBS aujourd'hui ? Déjà, on n'a pas de maîtrise sur leur salaire, qui pose énormément de questions, mais aussi sur le fait que qu'est-ce qui nous rassure que les dirigeants d'UBS, président, directeur général, ne vont pas continuer à faire des bêtises à l'avenir, et quelle emprise on aura sur eux ? On ne peut pas dire continuer à faire des bêtises parce qu'ils n'en font pas. Non. Donc voilà. Non, mais vous continuez comme d'autres, et comme par le passé, par la réponse, UBS c'est aussi. qu'on n'a aucune certitude, parce que UBS recrute seul ses managers, elle les recrute sur le marché international, ils étaient déjà dans d'autres banques internationales. Si UBS décide de se limiter à la gestion de fortune, elle aura moins de risques. Si elle redémarre des activités de marché, elle aura un risque. Je m'explique. En fait, tout le problème de Crédit Suisse vient d'un problème de tuyauterie qui n'est pas étanche. Toutes les banques, comme Crédit Suisse, qui avaient des activités de marché, en fait, elles avaient des connexion avec le marché noir de la finance, qui est le shadow banking system, la finance de l'ombre, principalement aux États-Unis. Vous avez écrit un livre non régulé. Là-dessus. Oui, je l'ai écrit, mais quand tout allait bien, alors on m'a dit so what, alors que c'est un marché de 150 000 milliards. Accrochez-vous bien, 150 000 suivi de 9 zéros.
de dette non bancaire dérégulée, hautement spéculative, qui ne peut pas supporter la hausse des taux d'intérêt. Et donc, comme Crédit Suisse était relié à ces hedge funds, à tous ceux qui traitent sur ce marché de crédit à court terme spéculatif, Crédit Suisse était exposé, Deutsche Bank est exposé, Société Générale est exposée, toutes les banques systémiques sont exposées aujourd'hui à l'énorme, je veux dire, égout de la finance, si je peux me permettre, je ne sais pas quel mot utiliser pour qu'on comprenne vraiment ce qu'est ce marché noir de la finance, que les États-Unis ont décidé de laisser dans l'ombre et ils ont corseté uniquement le secteur bancaire, d'où ce qu'a dit M. Buller, c'est-à-dire les capitaux de banques comme Crédit Suisse étaient extrêmement hauts, elle était surcapitalisée, mais ça servait à rien parce que cette tuyauterie qui la conduisait vers tous ces véhicules, fonds, hedge funds et crédits à court terme spéculatifs, ça peut contaminer en tout temps une banque. Et ça s'appelle le shadow banking system. L'exposition d'UBS sera toujours aussi importante. Si elle refait des activités de marché, et qu'elle ne bouge pas ce trou définitivement et qu'on ne décide pas que la Suisse va sortir des marchés, et surtout du marché américain, on sera toujours exposé à ce risque que les États-Unis n'arrivent pas à régler. C'est un Everest de risques que les États-Unis ne savent pas quoi faire avec, et dès qu'ils relèvent les taux, le krach vient, krach systémique, stress de liquidité, il faut réinjecter. Maintenant, toutes les banques centrales du monde se coordonnent pour réinjecter en urgence des liquidités. Pourquoi vous croyez ? Parce qu'il y a un grand malade qui est dans l'ombre et qui s'appelle le marché non bancaire de crédit, et il contamine toutes les banques à travers des véhicules hors bilan, à travers des tas de véhicules qui ne sont pas rapportés par les banques sur leur compte officiel. Oui. Et donc, attendez, oui, on va laisser le secteur bancaire n'est pas étanche aujourd'hui. Et donc, il voilà. y a un danger potentiel, Bien Carlo sûr. Lombardini, sur cette taille d'UBS, son exposition première future. Piste de réflexion, renforcer le rôle des actionnaires. Quand je parle du rôle des actionnaires, ce n'est pas celui qui a 10 actions Crédit Suisse. Mais ce qui est singulièrement absent, on a critiqué à juste titre le conseil d'administration, on critique la FINMA, à juste titre ou pas, je ne sais pas, c'est à mon avis plus compliqué que ça n'a l'air, mais quand même les actionnaires doivent surveiller ce qui se passe dans leur PME. Je pense qu'une piste de réflexion possible serait que pour les banques systémiques, l'autorité de surveillance veut avoir un groupe d'actionnaires à qui elle peut parler pour faire part de ses préoccupations. Ça existe déjà si vous avez 10% ou plus d'une banque, mais 10% d'une banque systémique, c'est à peu près impossible. Donc en réalité, dire vous voulez être une banque systémique, c'est très bien, mais le conseil d'administration, d'abord, c'est les actionnaires qui le surveillent. Parce que là, ils ont fait tout faux. Tout le monde a fait tout faux. Et avant de s'en prendre à la FINMA, pour moi, il y a une responsabilité de l'actionnaire. Je pense des gens comme Hero et Associates, qui étaient quand même des professionnels. Ils ont assisté à cette dégringolade. L'actionnaire d'une société anonyme qu'une banque systémique ne peut pas simplement dire « moi, j'ai acheté mon action, j'ai rien d'autre à faire ». Deuxième observation, les activités de marché, c'est vrai, mais ça, on peut les régler en exigeant des fonds propres très importants. Ça suffira très honnêtement. pas. Si, à mon avis, oui. Crédit Suisse mais n'a bon, pas suffi. Mais Crédit Suisse, le problème venait du fait qu'ils n'arrivaient pas à couvrir les pertes parce qu'ils n'arrivaient pas à couper la main. Ils ont dû couper le bras avant de mourir. Troisième observation, peut-être une surveillance un peu plus intrusive qui a le courage d'aller dire aux banques, écoutez, votre modèle, ça ne va pas. Maintenant, on vous donne 6 mois pour nettoyer. Et le problème de la surveillance bancaire, c'est qu'elle est devenue bureaucratique et elle s'est juridicisée, alors qu'en réalité, on ne peut pas s'empêcher qu'en tous les cas, pour une banque systémique, il est nécessaire d'avoir des personnes qui savent vraiment ce qui se passe au sein d'une banque. Pas qu'ils le savent théoriquement, qu'ils le savent vraiment. Alors, on va faire un petit chapitre, effectivement, FINMA. Effectivement, il y a manifestement des problèmes. Il n'y a pas assez de gens à l'intérieur de la FINMA. Ils se basent souvent sur des rapports d'audit de gestion qui sont payés par les banques. Mais in fine, le problème, c'est à la fin, une fois qu'on a fait le diagnostic, il faut arriver à dire, avoir le courage de dire, Manfred Buller, que ça soit la FINMA ou que ça soit le gouvernement d'ailleurs, de dire à une grande banque qui pèsera le poids d'UBS, lui dire « Ah non, là, il y a un risque majeur, on vous coupe vos licences ». Est-ce que ça, c'est envisageable ? On avait l'impression, c'est vraiment très personnel, lors de la conférence de presse, que la FINMA avait été un peu dépassée par les événements. C'est une impression que je garde. C'était probablement pas la seule institution, mais la FINMA, effectivement, s'occupe beaucoup des petits, notamment du domaine de l'assurance, etc., où il y a toutes sortes de nouvelles régulations. Dans les petites banques aussi, je vous assure qu'on nous passe à la moulinette pour vraiment rien du tout, alors qu'effectivement, les éléphants dans la pièce, on a l'air de pas trop s'en occuper. Donc là,
là probablement qu'il faut peut-être recentrer les compétences de la FINMA sur les gros poissons, j'ai envie de dire, et puis laisser un petit peu les autres vivre leur vie beaucoup plus paisiblement, sans les laisser faire des bêtises. Mais le problème, à mon avis, doit être pris à la racine. Pourquoi on ne les laisserait pas faire des bêtises? Pourquoi finalement, vous d'ailleurs, qui êtes pour un État plus léger, on ne dirait pas, voilà, ok, alors, précisément, vivez votre vie, et si vous faites des bêtises, on nationalise, par exemple, ce sera la sanction ultime. Le plus léger possible, et là je vous rejoins entièrement, ça c'est une problématique de fond, et si l'État veut être léger dans ce domaine-là et ne plus jouer cette police d'assurance tout risque, il faut effectivement que les banques puissent à nouveau faire faillite, et UBS à l'avenir doit pouvoir à nouveau faire faillite s'il y a des erreurs qui se font, ce qui ne va pas arriver, parce que comme Christian Lucher, j'ai confiance dans le management d'UBS aujourd'hui, parce qu'ils ont eu cet électrochoc en 2008. On a de la peine à avoir effectivement, vous savez, la Banque cantonale bernoise... Depuis 2008, je crois qu'une banque qui a subi ça, c'est le cas... UBS a fait ses preuves en 15 ans. Et UBS, combien d'impôts a payé UBS? Combien les employés d'UBS ont sortir du débat. Il faut pas taper sur une banque pour le plaisir de taper sur une banque. Je crois qu'une banque qui a subi ça ne va pas refaire les mêmes erreurs. Dire tout va bien, on maîtrise les choses. On maîtrise garantit qu'elle fera. Mais qu'est-ce qui garantit que vous serez vivante demain? Est-ce que je pourrais avoir droit à la parole? Garantie, ça n'existe pas. Ce que doit Ça faire. n'existe pas. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas un autre système et que l'État n'a pas à intervenir dans ce système? Mais l'État est intervenu là. On peut prendre toutes les mesures imaginables, mais on peut pas. Par exemple, on peut pas avoir une disposition légale qui dirait l'État impose la confiance dans les banques. Là, il y a eu un énorme problème de confiance dans la banque qui répondait à toutes les autres normes légales qui avaient été fixées par le législateur, qui étaient surveillées par le régulateur, etc. On ne peut pas imposer la confiance. En revanche, on peut faire confiance à ceux qui méritent la confiance. Et permettez-moi de dire, parce que vous avez des propos un peu difficiles pour UBS, UBS, depuis 15 ans, est un modèle du genre. On pourrait aller même beaucoup plus loin. On pourrait aller même beaucoup... Bien sûr, et vous savez, très bon exemple d'UBS. Vous savez qu'UBS fonctionne dans les autres pays, particulièrement aux États-Unis, en système de franchise. Et grâce à ce système de franchise, si une franchise fait des bêtises, ça n'affecte absolument pas une autre franchise. En d'autres termes, si UBS New York fait des très mauvais placements, l'investissement part en faillite, UBS Los Angeles ne sera pas touché. On pourrait envisager, soit dit en passant, petit pied de nez aux Zurichois, on pourrait envisager, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui souriraient à Genève, de faire des franchises internes, c'est-à-dire que UBS Genève est un centre de profit, règle ces problèmes de clientèle et d'employés. Et puis les Zurichois, qui ont probablement beaucoup plus de doubous que les Genevois, devraient régler. On n'est pas là pour reparler de la restructuration de l'UBS, faire de la promotion de l'UBS. On est là pour dire comment on va faire les choses à l'avenir. Comment on va faire les choses à l'avenir. Voilà, monopoliser la parole. Intéressant, pas du tout. Donc peut-être ça. Il faudrait peut-être se poser la question, qu'est-ce qui a fait que progressivement le Crédit Suisse se soit trouvé dans cette situation? Je rappelle que le Crédit Suisse avait déjà eu des chocs il y a 30 ans, 40 ans, avec différents types de scandales. Mais je pense qu'un des éléments, c'est en fait la gestion à court terme qui est axée sur la réalisation de bénéfices à court terme et la distribution aux actionnaires de montants importants et de distribution des bonis. Il est clair que quand je suis à la direction d'une banque, j'essaie de faire un maximum de rendement pour servir des grands bonniers. Je pense que là, il y avait déjà eu une votation populaire qui était de limiter justement les revenus des dirigeants des banques et des grandes sociétés. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit interdire ce système de boni. La loi le prévoit déjà. Ah oui, la loi le prévoit déjà. Alors, c'est-à-dire que c'est pas appliqué, donc il faut renforcer. Et c'est donc à renforcer ce système. Je rappelle que par rapport à l'initiative populaire, ça a été tout édulcoré au moment d'arriver dans la loi, et pas à cause des socialistes, mais à cause de la majorité bourgeoise. La deuxième chose qu'il y a, c'est qu'effectivement, la séparation des banques et la répartition des risques. Peu importe la situation, le choix, mais ça doit être séparé pour que chaque élément qui peut être en difficulté n'entraîne pas dans sa chute, l'ensemble d'une banque. Dernier point, et ça a été évoqué tout à l'heure par Mireille Zaki, c'est la question du fait que l'État est derrière comme assureur de fait. Pas juridique, gratuit. C'est-à-dire que là, on se dit, le jour où elle va la catastrophe, peu importe, l'État va être là et il va intervenir. Il a intervenu en 2009 avec l'UBS, il est intervenu maintenant avec Crédit Suisse, et pourquoi pas dans 10 ans, de nouveau pour l'UBS. Donc là, il faut faire extrêmement attention. Et je pense qu'aujourd'hui, ça c'est le regard pour le futur, mais aujourd'hui, j'attends de la Confédération et aussi finalement du camp bourgeois, un engagement sans faille pour des moyens financiers pour venir en aide à tous les salariés qui vont être licenciés aujourd'hui
en Suisse et qui vont devoir avoir beaucoup de problèmes pour se réinsérer dans le marché du travail, puisque effectivement il y a tout un secteur qui va disparaître. Et j'aimerais qu'ils soient aussi généreux vis-à-vis de ces gens-là pour pouvoir faire des plans sociaux et avoir des revenus qui permettent de continuer à vivre. Mais ça, je vous attends. Mais il n'y a pas besoin de nous attendre. Grâce à l'économie de marché qui règne dans ce pays et contre laquelle vous luttez. Ah oui, donc on ne fait rien, c'est la main visible. On fait en sorte, pas du tout, absolument pas. De l'État, mais on ne viendra pas en aide à ces gens-là. Vous avez posé une question, je peux peut-être y répondre. Non, je n'ai pas besoin parce que je la connais. Ah d'accord, donc en fait vous posez des questions, vous ne pouvez pas les répondre. Fantastique. Bravo Carlos Samaruga. Allez dans votre groupe, allez dans votre groupe libéral radical et faites en sorte de les convaincre pour qu'il y ait cette aide pour les salariés qui aujourd'hui sont très inquiets sur leur avenir. Oui, mais il faut créer de l'emploi. Et si on avait les socialistes à la tête de ce pays, on n'aurait pas d'emploi du tout. Le secteur libéral et bancaire, on détruit en ce moment. Vous osez dire ça avec la place financière genevoise que nous avons. Vous osez dire qu'on est en train de détruire le système. Mais je vous rappelle, monsieur Sommaruga, vous êtes un représentant du canton. Vous êtes un représentant du canton de Genève à Berne. Personne ne vous écoute plus à la télévision. Vous parlez de Genève. Ne rajoutez pas. Là, personne ne vous écoute plus. Ça ne sert à rien de continuer à parler. Tous vos électeurs arrêtent de vous écouter. Donc, ça ne marche pas comme ça. Donc, si on reprend un petit peu de calme, est-ce que la Suisse, Manfred Bühler, aujourd'hui, et d'ailleurs, est-ce que ces sociétés sont encore suisses ? Elles sont dirigées par des gens étrangers, elles sont capitalisées par des fonds étrangers. On a vu effectivement que le problème de Crédit Suisse venait aussi, à démarrer, disons, par les annonces de son actionnaire saoudien. Est-ce que justement, la Suisse ne devrait pas se dire, voilà, maintenant on n'a plus les moyens politiques et économiques d'entretenir ce type de groupes qui sont d'ailleurs détachés culturellement de nous ? C'est un problème indéniable et je pense qu'il suffit de regarder la composition du conseil d'administration de Crédit Suisse pour comprendre de quoi on parle. Effectivement, beaucoup de gens, je n'ai rien contre le fait de ne pas être suisse en soi, ce sont des personnes respectables en tant que telles, mais lorsqu'on a une culture mondialisée, évidemment, on va commettre ce genre d'erreurs qui vont mener à ce genre de désastre et je pense qu'on serait bien inspiré dans le domaine bancaire. UBS doit faire cette réflexion aussi, évidemment maintenant en tant que seule grande banque, peut-être d'autres, mais c'est moins grave si on parle d'autres banques systémiques qui ne sont pas tellement à l'international en Suisse, de se reconcentrer vraiment sur les activités en Suisse et sur les forces qui ont fait la place financière suisse historiquement. Ça, je pense que c'est indispensable et surtout de profiter de ce cadre libéral qui est quand même la meilleure des choses qui puissent arriver lorsqu'une catastrophe de ce type-là se passe, parce que je rappelle qu'on a un marché du travail qui est extrêmement tendu. Ça veut dire que des gens qui ont des compétences, qui peut-être malheureusement vont perdre leur emploi parce qu'il y a des doublons dans le nouveau groupe, vont retrouver du travail grâce à une économie qui fonctionne et qui est dans un cadre libéral. Et ces gens ne seront pas à la rue. Je m'excuse, on a quand même un système d'assurance chômage qui va les aider, qui est extrêmement solide, qui est bien capitalisé grâce aux cotisations de tous les gens qui travaillent. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas, je dirais, à mettre en place des milliards pour aider des gens qui seraient à la rue. Ce n'est pas le cas. On a un système, un filet social qui est réellement là. Alors, avant de vous donner la parole, j'aimerais qu'on regarde une toute petite séquence, un tout petit extrait justement sur le lien de ces entreprises à la Suisse. C'était la conférence de presse qu'a tenue dimanche, évidemment, le Conseil fédéral, la direction du BS de Crédit Suisse, etc. On écoute et puis on y reprend. Es ist eine Garantie, die nur zum Tragen käme, wenn der Fall tatsächlich eintreten würde. Wie sich dieses Portfolio gestaltet, maybe you can say something about the structure of that. And I think you've summed it up. I mean, you have to do due diligence. These are long-dated derivatives and other liquid assets. There is no reason to believe that Credit Suisse hasn't marked these properly, but obviously they do not fit into our strategy going forward, so we look to unwind them. Now, let me stress, we have taken a significant first loss position. Voilà, donc c'était comme Keller, le président d'UBS, Karin Gardner-Souter, qui parlait justement des risques et de la garantie de la Confédération. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a quelqu'un qui est le président du plus grand groupe suisse, qui ne parle ni ne comprend l'allemand, les langues fédérales, pas le français non plus. C'est petit peu quand même problématique dans le lien qu'on a au pays. Carlo Lombardini, vous qui êtes au bord de banque, le lien que quand même une industrie, même si le but c'est de faire de l'argent dans une banque, il y a quand même une différence quand on a des attaches à un pays comme la Suisse en l'occurrence. Et si vous regardez le bilan et le compte de pertes et profits de l'UBS et les personnes qu'elle emploie, la Suisse n'est probablement pas probablement c'est encore le domaine le plus rentable.
Mais en réalité, l'UBS est une banque véritablement internationale, comme tous les grands groupes bancaires mondiaux. HSBC, la même chose, Deutsche Bank probablement également, BNP probablement et Crédit Agricole certainement plus français, SocGen, c'est un grand groupe international. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est UBS, c'est pas Union de banques suisses. Et le problème de Crédit Suisse, c'est que s'il avait été repris par un groupe étranger, il aurait probablement dû abandonner le Suisse. Parce que notre loi sur les banques a une règle où on peut s'appeler Suisse si on est contrôlé par des Suisses. Et vous ne pouvez pas avoir Suisse si vous n'êtes pas contrôlé par des Suisses. Donc UBS a résolu le problème en mettant UBS, c'est tout. Il n'y a plus rien de suisse, il y a nos souvenirs d'enfance qui étaient forcément beaux parce qu'on était plus jeunes, c'est tout. Alors, Zaki, mais alors justement, le fait qu'on se rende compte, bon, parce que voilà, il y a les contrôles, il y a tout ça, il y a le moment où quand même on devra dire à une grosse banque, voilà, maintenant, s'il y a un problème, on doit peut-être tirer la prise. Ça, de toute façon, la Suisse est-elle en mesure de faire ce genre de choses aujourd'hui? Est-ce qu'elle a les moyens de se payer ce type de gros mammouth? Soyons honnêtes, la FINMA est aujourd'hui un nain comparé à UBS. Et déjà avant cette fusion, elle était un nain. Et pour réglementer des banques comme UBS, il faut une régulation coordonnée en toutes les places financières. C'est ce qui s'est passé. Crédit Suisse appartenait très peu à la Suisse dans cette crise. Tous les régulateurs se sont exprimés, les ministères de tous les grands pays du G7 se sont exprimés, ils ont demandé certaines choses, on a demandé leur approbation après, suite à la fusion, on nous a expliqué qu'ils avaient approuvé la fusion, les régulateurs internationaux, et toutes les infos sont sorties dans le Financial Times et dans Bloomberg, ce qui montre où se trouvent les connexions à la tête de Crédit Suisse et d'UBS, et on avait le compte-rendu minute par minute, le premier prix qui a été rejeté, 1 milliard pour la vente de Crédit Suisse, on avait tout comme s'ils étaient à l'intérieur de la salle des négociations. Et donc, effectivement, Crédit Suisse s'est énormément internationalisé, c'est un phénomène qui est depuis des années, et juste avoir une réglementation même très stricte sur le territoire suisse ne suffit plus aujourd'hui pour ces banques de cette taille. Il faut une coordination entre tous les régulateurs, voilà, pour pouvoir... Alors, il nous reste très très peu de temps, mais j'aimerais être assez concrète, parce qu'on parle, effectivement... Mais quels sont les moyens aujourd'hui d'agir très concrètement? Le Conseil fédéral a pris une décision, vous allez vous réunir justement en assemblée extraordinaire très prochainement. Qu'est-ce qu'il est possible de faire, d'agir concrètement comme mesure par rapport à la situation actuelle? Monsieur Thomas-Rouga et puis Monsieur Buller pour conclure. Peut-être qu'il y a d'abord une chose de positive, c'est que finalement le Parlement va devoir se prononcer là-dessus. Il y a peut-être un certain nombre de réflexions qui peuvent venir sur d'abord l'avenir, savoir renforcer la FINMA, renforcer la loi sur les banques, notamment sur la question de la séparation des entités pour éviter des risques systémiques dans les banques. Et puis il y a aussi peut-être d'introduire, si c'est encore possible, une prime qui devrait être payée par l'UBS si effectivement tout ça génère des revenus importants pour l'UBS de la reprise du Crédit Suisse. Parce qu'on parle toujours des risques, mais dans les faits, il y a peut-être un avantage extrêmement important pour l'UBS. Et ça, il faudrait que ce soit rendu finalement à qui a servi à la garantie. Dernier point, je l'ai évoqué tout à l'heure. Ça s'appelle l'impôt, une prime, non? Ça s'appelle société qui gagne de l'argent, elle paye des impôts. J'aimerais juste terminer. Je reviens sur la question des emplois, extrêmement important. J'espère que dans le cadre des décisions qu'on va prendre, on peut insérer un certain nombre de clauses pour faire un plan social, parce que ce n'est pas seulement la question de l'assurance chômage. Quand une boîte va mal, il y a du plan social qui peut être mis en place, et toutes ces personnes ont le droit finalement, parce qu'elles n'ont pas de responsabilité dans ce qui s'est passé, d'avoir aussi une situation financière qui leur permette de continuer à vivre correctement. J'aimerais vous dire pourquoi ça n'a pas été prévu par le Conseil fédéral. Je dirais, dimanche, on n'en a pas entendu parler du tout des employés. Il y avait aussi Alain Berset, il n'y avait pas que Karine Keller-Sutter, même si c'est son département. Peut-être ça vous a échappé, mais les socialistes sont minoritaires au Conseil fédéral. Et puis la deuxième chose, c'est que naturellement, c'est l'idéologie libérale. On l'a entendu tout à l'heure de M. Buller et d'ailleurs de M. Lucher. C'est quoi? C'est que de toute façon, à terme, tout va se résoudre. Il n'y a pas besoin d'intervenir. Et d'autre côté, on nous dit on a une assurance chômage qui règle tous les problèmes. On sait qu'il y a des personnes qui restent des années à l'assurance chômage et puis après tombent à l'assistance publique. Et quand vous avez dans un même secteur toute une série de personnes qui se retrouvent sur le chômage, les perspectives sont bouchées. Et donc, il faut bien voir qu'il faut faire ce plan social. C'est essentiel. Et moi, j'attends simplement de la responsabilité, pas seulement financière, on va dire, de la droite bourgeoise, mais également une responsabilité sociale. Et là, on les attend pour voir qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire au Parlement. Donc, régulation pour le futur. Et ensuite, cette question-là. On a vu combien de temps il a fallu au Conseil fédéral pour dire que le boni 2022 ne devait pas être versé cette année.
années. Il a fallu qu'il y ait des journalistes qui posent des questions, qu'on esquive, puis le jour après, il y a eu Mme Keller-Souter. C'est dans le communiqué de presse du Conseil fédéral du 19 au soir. Si vous prenez la peine de le lire... On ne reprend pas l'ascenseur vers l'échafaud. La décision... Il faut lire les communiqués de presse du Conseil fédéral. La décision, elle est prise le jour après. C'est faux. C'est faux. C'est compllement faux. Manfred Bühler, vous serez peut-être encore là, dans 15 ans, je veux dire, aux manettes du gouvernement législatif. Est-ce que vous pouvez nous garantir aujourd'hui qu'aujourd'hui, enfin dans 15 ans ou même avant peut-être, j'espère pas, on se retrouve dans cette situation et qu'on prendra les mesures qui seront adéquates? On ne peut jamais rien garantir à long terme sur l'avenir. Il est toujours pétri d'incertitudes, mais je pense qu'il faut qu'on prenne effectivement les mesures. Là, je rejoins totalement l'analyse d'éviter ce genre de problèmes systémiques à l'avenir, en séparant d'une part l'investissement de la banque de dépôt, ça me paraît une évidence. Là, je pense qu'il faut qu'on soit courageux de le faire, et puis aussi, effectivement, de refaire un cadre juridique qui impose à la grande UBS telle qu'elle va être maintenant pendant un certain temps, de structurer ses activités pour que les maillons faibles, s'ils existent, puissent sauter sans remettre en cause l'ensemble. C'est indispensable dans un libre marché qui est quand même le moins mauvais système à l'exception de tous les autres, un peu comme la démocratie ou le meilleur système. Ce qu'on se demande, c'est que si c'est encore un libre marché avec un État tellement intervenu. Mais justement, à ce moment-là, si ces conditions sont remplies pour que lorsque des erreurs se passent, une faillite arrive et le marché régule cela sans intervention de l'État, eh bien, on n'aura plus besoin de ces régulations too big to fail. Et c'est ce modèle-là que je souhaiterais voir émerger. Alors, je suis d'accord avec M. Sommaruga, comme ça, pour conclure. À propos des emplois de Crédit Suisse en Suisse, c'est vrai que UBS a une responsabilité sociale maintenant et qu'elle doit effectivement prendre des mesures, et s'il faut l'accompagner, on le fera, pour que les employés de ce qui ne sera peut-être plus Crédit Suisse bénéficient de plans sociaux. Ça me paraît effectivement extrêmement important. Ça, c'est très bien parce que je rebondis sur l'avenir de la place financière suisse. Alors, point trop d'optimisme n'en faut parce que cette place financière, elle va rétrécir. Elle est en train de décliner depuis des années. Le nombre de décliner et rétrécir, c'est pas la même chose. Le nombre de banques a été divisé par 2 depuis 30 ans. Il y a de moins en moins d'emplois en Suisse. Il faut prévoir pour replacer ces gens. Puis il faut avoir une stratégie anti-monopolistique qui favorise plein d'acteurs et plus libérale, avec justement la capacité de faire faillite et de soutenir le fait que ces emplois se reconvertissent dans d'autres secteurs. Tout à fait. Ça sera le mot de la fin. On est d'accord. Un peu forcé, un peu au forceps. Et donc, ce point sur la chute de Crédit Suisse, une tragédie helvétique dont nous commençons seulement à goûter la prose, malheureusement. C'est terminé, enfin, sur ce plateau. Merci infiniment à toutes et tous de nous avoir rejoints ici, malgré vos engagements. Agenda intense. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. La semaine prochaine, toute autre chose, encore que. Nous recevrons Johann Sfar, le papa du chat du rabbin et de Gainsbourg, vie héroïque. Johann Sfar, ou l'histoire d'un type qui recherche partout la paix et la fraternité dans un monde de plus en plus déstabilisé. C'est pour ça que j'ai dit encore que. Et radical, ce sera mercredi prochain dans Le Point. En attendant, excellente soirée et très bonne semaine à toutes et tous.